Bonsoir, merci d'accueillir Jean Dobat, photographe, et Jacques Moulin, poète, pour cette rencontre ce soir au milieu de l'exposition, au milieu des images et au milieu de l'écrit. Et il y a beaucoup d'écrits, que ce soit de l'écrit dans la photographie ou de l'écrit manuscrit directement presque sur les murs. Donc cette rencontre va nous permettre de connaître un peu plus ces deux artistes, de connaître peut-être un peu. J'aimerais bien qu'ils me parlent quand même un tout petit peu de leur parcours, parce que on ne met pas en place de telles séries photographiques, on n'écrit pas des livres forcément par hasard. Il y a tout un parcours, il y a tout un cheminement. Et ça me permet de revenir sur le chemin, parce qu'on va revenir sur le chemin, puisque vous avez deux chemins. Vous avez un chemin d'un côté, un chemin de l'autre, chemin qu'ils ont parcouru ensemble pour nous livrer cette belle expo. Mais d'abord, je vais leur donner la parole pour qu'ils se présentent et qu'ils nous parlent un tout petit peu de leur chemin personnel. C'est toujours important de connaître, de savoir d'où vient cette envie d'écrire, cette envie de photographier, et comment cette envie-là s'est concrétisée, en tout cas se concrétise dans toute une vie. Voilà. Le privilège de l'âge. Il avait dit de ne pas le dire. C'est vrai. Comme ça, comme ça. Cheminement, dire que j'écris depuis longtemps, on va emboîter le pas au cliché, mais j'ai vraiment pensé que j'avais quelque chose de possible à réaliser par l'écriture un peu tardivement. J'avais, privilège de l'âge, la bonne trentaine. Donc je suis, dit-on, plutôt un écrivain tardif, en écrivant pour de bon et en montrant et en étant édité à la trentaine. Et je n'écris pas de récit, je n'ai aucun désamour pour le récit, mais disons que je n'invente pas de personnages que j'enfermerai dans une trame narrative. Je n'écris que ce qu'il est convenu de dire, même si je sais que la poésie est dans le récit aussi, de la poésie. De la poésie au sens large, au sens très contemporain du terme, c'est-à-dire à la fois la forme fixe qui continue à perdurer, j'en reparlerai plus tard, mais du vers libre, résolument libre, passage obligé depuis le 19e avec Rimbaud et Baudelaire par exemple, et de la prose poétique, c'est-à-dire que je vais aller parfois buter jusqu'à quelque chose qui pourrait ressembler à du récit, comme je l'ai dit, sans narration. Et la deuxième chose, c'est que je me suis vite perçu comme quelqu'un qui écrivait dans la traversée du paysage, étant lui-même, faisant partie du paysage. Hein, on n'est pas vraiment devant un paysage, on est dans le paysage et on le traverse et on est traversé par lui. Et c'est important que je dise, on est traversé par lui parce que je suis, alors ça c'est très important pour moi, je suis normand d'origine et j'ai pris conscience de mon appartenance normande quand j'ai déménagé à la trentaine pour la Franche-Comté. C'est la Franche-Comté qui m'a fait comprendre que j'appartenais non pas tant à une région qu'à une roche, à une configuration géologique qui est celle du calcaire. Ma roche, fondamentalement, c'est le calcaire, si possible érigé en falaise, en abrupte, en mur,
Et je pense vraiment, maintenant je le sais parce que j'ai beaucoup de livres maintenant à mon actif, c'est le calcaire qui m'a donné une écriture, qui m'a fait comprendre que j'appartenais fondamentalement à la falaise, et la falaise, c'est le contraire de la dureté, c'est la fragilité aussi, la falaise, c'est-à-dire c'est posé là dans une fausse éternité, ça s'effondre, ça se modifie, la craie est poreuse, on crée des vallées, des aboutissements vers autre chose. Peut-être que la falaise m'a aidé aussi à considérer l'autre, pas seulement l'autre du paysage, mais l'autre, l'altérité. Peut-être que je vais arrêter là. Oui, c'est très bien, hein, on pourrait continuer comme ça. On va rester là, oui, voilà. Oui, la falaise. Et dire aussi que puisque je suis quelqu'un qui est très lié au paysage, ça m'a été un cadeau formidable, et ça on va y revenir, mais que de rencontrer Jean, je dirais pour de bon, parce qu'on se connaissait comme ça, de loin en loin, et de traverser avec lui cette fois un paysage, parce que j'aime énormément travailler avec des artistes, parce que ça creuse son propre travail en nous déplaçant aussi, et ça c'est fondamental. J'avais dit, je crois, dans le temps du vernissage, que ce qui est intéressant, c'est que ça crée de l'antre, E-N-T-R-E, mais aussi de l'antre, A-N-T-R-E, parce qu'on se réfugie peut-être un peu dans ça, mais l'antre, c'est ce qui n'existe pas entre lui et moi, ce qu'on fabrique à deux. C'est un peu, je crois, ce qu'on a fait. Bien aidé par le regard du photographe. Bien, alors je vais éviter les clichés, mon premier appareil, je l'ai eu, etc. Sautons tout ça. Non, ce qui est important, et c'est pour ça, vous l'avez compris, qu'on se rejoint avec Jacques, c'est que mon parcours de photographe, j'aime pas tellement ce mot photographe, vous m'entendez rarement parler de photos, je parle d'images, moi je fais des images, je fais pas de photos. Et vous avez entendu, je fais, c'est-à-dire je ne prends pas de photos, je fais des images, je ne les prends pas. Ça, pour moi, c'est très important. Mais le plus important, c'est que c'est effectivement aussi, depuis très longtemps, alors, j'ai eu une vie qui est, j'allais dire, pas du tout un long chemin tranquille, qui est plutôt une vie en zigzag, mais que l'image, justement, je me rends compte, puis avec le recul, a toujours été là, et j'allais dire, bien sûr, elle se renouvelle, ma perception du monde, quelqu'un qui est très attentif à ça, à la présence au monde, comment on le perçoit, mais très tôt, j'ai été convaincu que l'image, et en tout cas la photographie, parce que je ne parle pas de photo, mais je parle beaucoup de photographie, ça c'est, je crois aussi, quelque chose qui pour moi est très important. Il y a mon travail personnel d'artiste, où effectivement je fais des images, mais j'ai une passion aussi pour la photographie. Et la photographie, pas forcément artistique, l'histoire de la photo, comment elle a influencé nos sociétés, pourquoi elle est venue, quelle est la photographie de famille, toutes les pratiques. Pour moi, il n'y a pas de saute pratique de la photographie, absolument pas. Et toutes nous interrogent. Mais par contre, très tôt, j'ai été convaincu que la photographie n'est pas du tout la capture, mot horrible, de l'instant. C'est-à-dire que la photographie est durée. Et alors, elle est durée pas forcément dans sa réalisation technique, mais ce que l'on voit, je suis convaincu, les gens vous disent on a arrêté le temps, on a immortalisé ceci et tout. Je n'en crois pas un mot, ce que l'on voit, ce que vous regardez quand vous voyez une image, quand moi je vois une image, c'est un temps nouveau, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et c'est ce passage, on rejoint Jacques, la traversée, le passage, qui m'a intéressé toujours. Alors, il m'a aussi intéressé beaucoup, ça a été très important pour moi, aux origines de l'image, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une image qui se forme ? Donc, ça m'a amené à m'intéresser bien en amont de la photographie, à ce qu'on appelle les caméras obscura, à tous ces dispositifs naturels, j'allais dire, que l'homme a mis très longtemps à comprendre, ou en tous les cas à essayer de canaliser, pourquoi des images se forment naturellement, et
qu'est-ce que c'est qu'une image? Et quand on est dans une caméra obscura, ça m'arrive d'en construire, c'est une expérience absolument étonnante parce que, indépendamment de toute photo, d'ailleurs c'est une image animée, je veux dire les gens marchent à l'envers, les voitures passent à l'envers et tout, c'est animé, c'est en couleur et tout, donc ça n'a rien de photographique, et c'est l'image. Et quand on est dans cette image, parce qu'on n'est pas devant, on n'est pas devant un écran ni rien, on est dedans, dans notre boîte, c'est une expérience de toute force, je dirais. Donc ça, c'est quelque chose qui très tôt pour moi a été important. Après, évidemment, le parcours, il se solidifie, j'allais dire, avec l'âge, avec le temps, avec la durée, avec l'œuvre. Bon, soyons modestes, hein, pas l'œuvre avec un grand O, mais malgré tout, les choses se construisent et on voit ce que l'on ne fait pas et on comprend ce que l'on fait et on ne comprend pas forcément pourquoi, mais on voit se dessiner des choses. Et finalement, les images que je faisais il y a 30 ou il y a 40 ans, évidemment, je ne les fais pas maintenant de la même manière, ne sont pas les mêmes, mais sur le fond, le noyau dur qui est dans l'image, ce qui fait l'image, c'est la même personne. Et puis, voilà, j'en arrêterai là. La photographie, elle est dans ma vie tous les jours, à tout moment, non pas au sens d'avoir tout le temps un appareil ni rien, mais voir le monde d'une certaine manière, le voir, le regarder, pas seulement avec les yeux, je dirais avec le cœur, avec la tête, avec le regard des autres et tout. Et voilà, c'est mon moteur de vie, tout simplement. Ouais, donc j'avais envie de poser la question pour rebondir, c'est presque qu'est-ce que l'image par rapport à la réalité et au poète, qu'est-ce que le verbe par rapport à la réalité? Et votre cheminement, est-ce que le cheminement que vous avez fait, puisqu'il s'agit de cheminement d'un déplacement d'une 50aine de kilomètres, pour rentrer un petit peu dans l'expo, comment ça s'est passé? Est-ce que les silences étaient aussi importants que le dialogue, plus importants que le dialogue? Et comment vous avez pu faire émerger, puisqu'on le sent dans la construction de l'exposition, puisque le niveau inférieur étant, on va dire, le niveau entre guillemets commun, enfin qu'on pourrait tous faire, et comment on passe de ce niveau-là à cet autre chemin qui est là plus créatif. Alors comment ça s'est passé pour chacun de vous, entre vous, puisqu'on parlait de l'entre, et je crois que c'est important, et on le sent bien dans cette exposition, même dans l'installation de l'exposition, puisque les textes n'ont pas été mis au hasard, loin de là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette construction commune? Alors là, je vais démarrer, puisque je crois que c'est parti de la proposition aussi faite à Jacques. On s'est une fois rencontrés dans un café et dire, voilà, on aimerait faire quelque chose ensemble. Je ne connaissais pas très bien. Et je pense avoir dit, mais on devrait essayer de commencer avec une espèce de prototype, de maquette comme ça, sur un petit parcours. Dès le départ, le mot parcours est venu. Je veux dire, c'était l'idée de... Parce qu'un déplacement, je pense que c'était ça aussi l'idée, le déplacement, il permet à chacun de percevoir des choses, d'être lui-même dans la marche, dans les choses, et si l'autre se déplace, s'il y a un autre qui se déplace aussi, forcément, à un moment donné, il peut y avoir une résonance, ou pas, mais en tous les cas, l'occasion, et je crois, Jacques comme moi, on aime bien aussi les contraintes, alors pas les contraintes, j'allais dire, méchantes et sévères, mais le fait de se dire, on travaille sur un petit trajet, un petit itinéraire. Alors, il se trouve qu'on aimait bien, moi j'habite à peu près au milieu de cet itinéraire, qui est à la fois une rivière, une route, un chemin de fer. Donc ça paraissait assez simple à mettre en place, parce qu'il y a le côté pratique. Quand on se lance dans un projet, il faut quand même, à un moment donné, se lancer. Et le tout première phase de lancement, là, peut-être Jacques dira quelque chose, parce que le chemin de halage, on a voulu commencer très petit à Besançon, et toi, tu as plutôt bien commencé. Moi, je me suis plutôt planté, pas dans le résultat, mais dans ma propre perception. Alors, je te laisse un peu enchaîner, parce que... Je ne sais pas ce que je peux ajouter, parce qu'il a tout dit. J'aimerais rebondir sur
faire, je n'ai jamais tant réfléchi au faire une photo, depuis qu'on discute, plutôt que prendre, j'ai pris une photo, enfin le faire. Moi, le faire, ça me convient tout à fait, parce que ce que j'essaye de faire, justement, c'est pas de la poésie. J'essaye de faire des poèmes. C'est aussi une fabrication. Et j'aime bien cette idée du faire qui construit une écriture. Et c'est même la définition du terme en grec de poésie. C'est la fabrication, le faire. Oui, on a fait comme ça. Et moi, j'ai bien aimé, je vais peut-être lire justement le halage. J'ai bien aimé qu'on ait lancé le halage, parce que j'aime beaucoup les halages. Je pense que c'est ma nostalgie de la scène. Enfin, pas nostalgique, parce que je vais la revoir assez souvent. Et c'est peut-être que c'est de l'antre, un chemin de halage. On est entre la terre et l'eau. Pour ce qui est de la Seine, on voit surgir, venant du Havre, des gros cargos encore, hein, pas les gros conteneurs qui viennent de Chine aujourd'hui, mais quand même des cargos conséquents qui se dirigent à Rouen. Rouen, ne l'oubliez jamais, n'est pas un port fluvial, mais un port de mer. Et quand au bout du champ, on voit comme ça une masse métallique énorme qui chemine, ça marque l'enfance aussi. Donc voilà, peut-être que ce que j'aime dans le chemin de halage, c'est le surgissement possible. On voit des hérons, on voit des pêcheurs, on voit des bateaux, et on voit, et évidemment j'étais très content parce que il y a de la falaise. Donc j'étais à mon aise. Alors je vais peut-être lire un petit passage là qui viendrait sur ce thème-là. J'ai numéroté, ça serait le numéro 5. Voilà. Et puis comme ça, il y aurait à la fois le halage et puis la difficulté aussi. Hein, la difficulté qu'on avait rencontrée. Alors est-ce que c'est juste là? Et pour parler aussi, du halage, oui, la première photo est quand même une histoire de sommeil et de péniche. Donc on est vraiment... Et ça se termine par le halage aussi. Oui. Voilà. Alors le coup d'envoi, on l'a fait chacun de notre côté. Ça aussi, c'était intéressant. Ouais. Chacun de notre côté, on s'est envoyé nos matières, toi, tes images après coup, hein, bien sûr, et moi, mon lancer, et après, on a cessé de travailler en tandem. Halage. J'avais le mot en tête quand j'ai posé le pied sur le chemin. Halage est un mot qui prend toute la place et rend le chemin elliptique. On va son halage, plutôt qu'on trouve son chemin, tant le halage est tracé, borné, bordé, empierré le plus souvent. C'est peut-être davantage un lieu à côtoyer qu'un chemin à prendre. Peut-on habiter un halage? Tout ici suppose le déplacement, la piste, un vieux mot, la passerie. Bord à bord, la terre et l'eau, le chemin et l'onde, un jeu de lisière qui s'accompagne. Parfois c'est une concurrence, effondrement du chemin dans l'eau, débordement de celle-ci. Toujours un entre-deux. Entre ville et rivière, un lieu d'aspiration et de chuintement, comme le mot lui-même, qui n'attire guère l'itinérance. À peine la scansion d'un pont voûterait-elle notre trajectoire. Je ne veux pas trop abuser. Et dans le désordre, là, alors ça me permet de répondre à la question « Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tous les deux ?» Ben, on se tait. L'un regarde une chose, l'autre va regarder ce que l'autre regarde. Donc on converge. J'aime beaucoup l'idée de converger. L'idée qu'on a oublié que la conversation, oui, alors ça on l'a sacrément oublié, et moi le premier, hein, la conversation c'est l'art de converger vers l'autre, de
d'aller vers l'autre. Et je crois qu'on fait ça, et on se tait, on parle, et ça, j'adore ça, ce que les artistes nous disent, et que j'essaie après, avec ma patte, de faire entrer ça, en broyant les mots, en plus je m'appelle Moulin, en broyant les mots et en faire ma pâte à poème. Et donc, la première, il pourra développer, mais le premier pas de Jean dans une autre section de Halage, pas la même que la mienne. Voilà, il n'était pas très content de lui, il m'en parle un peu, et, comme on le dit aujourd'hui, du coup, sinon j'aurais raté la soirée, j'ai écrit ça. Border la rivière évapore parfois nos rêves. Le halage encombre nos bras, défait le pas comme au temps des grands tirages de chalands. La rivière nous dilue. On voudrait voir avec l'image au bout du crayon ou au bout de l'objectif, mais on est lourd et gauche, le halage nous cantonne. Il faut sans doute s'ouvrir au chemin, un jour de grand soleil intérieur. Ce jour est trop rugueux, même l'herbe des interstices est râpeuse. Je peux vous dire que je n'aurais jamais écrit ça si on n'avait pas fabriqué de l'antre. Et juste pour préciser, parce que cet encombrement, cette lourdeur et tout, voilà, c'était la première fois finalement pour moi que j'allais me lancer. Je ne savais pas ce qu'il avait déjà fait, et j'ai voulu me lancer, erreur funeste, dans un entre-deux aussi de temps temporel. Je devais partir à Châlons au musée Niepce, et j'ai voulu faire ça en fin de matinée. J'ai pris du matériel, je voulais faire de l'argentique, du machin, etc. Et je me suis trouvé comme un con, il n'y a pas d'autre mot. C'était en février, très froid, et à plus savoir par où commencer, à être perdu dans les médias. Être perdu tout en sachant ce qui me touchait, ce que je voyais, mais être incapable, parce que ça arrive aussi de ne pas... voilà, ça ne vient pas, ça vient dedans, mais on ne peut pas passer... c'était pas le bon truc, bon, et ça a foiré. En réalité, il y a eu quelques images, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont là, dans cette exposition, mais ça a été une expérience très forte de mise en échec, qui n'en était pas un, mais que j'ai pu partager, en disant à Jacques après, bon, moi ça n'a pas fonctionné, c'était pas ça, je me suis en bien difficulté, j'avais trop de choses, trop des sacs, des trucs, j'ai voulu trop en faire, je vais simplifier, voilà. Et puis après, pour répondre aussi à ta question, on a appris à travailler ensemble, enfin travailler, je ne sais pas si le mot, parce qu'il y avait beaucoup de plaisir, hein, je veux dire, mais c'est quand même une construction. Voilà, c'est construire, c'est fabriquer quelque chose. On fabriquait sans trop savoir exactement ce qu'on fabriquait, parce qu'évidemment, sur des projets comme ça, on ne peut pas anticiper, je veux dire, il y a la représentation qu'on s'en fait, mais je veux dire, le point d'arrivée est quand même très différent, je veux dire, de ce que l'on a pensé. Par contre, il y a eu ces moments, et là, je me permets, alors peut-être certains l'ont lu là dans le petit texte que j'avais fait pour la salle, mais tu parlais de silence, de choses comme ça. Je vais juste lire ça. Entre Besançon et l'Île-sur-le-Doubs, 55 km de lignes diverses. Celle du Doubs qui se love paresseusement entre les reliefs karstiques. Donc là, on retrouve le calcaire et les falaises. Celle de la route et celle du chemin de fer, souvent en corniche. 55 petits kilomètres que nous avons parcourus plusieurs fois dans les deux sens, avec Jacques, en train, en voiture, en marchant. C'est rien, 55 km. Hein. On ne s'est pas dit, on va partir, je ne sais pas où, à Bali, en Amérique latine et tout. Il n'y a pas besoin de ça. Ce n'était pas du tout notre approche. Et au bout, jamais atteint de cette complicité de nos sensibilités, quelques lignes d'images, quelques lignes de mots. Ni reportage, ni photographie documentaire, ni capture d'images instantanées. Tout au contraire, de la durée, des passages d'un monde à un autre, parce qu'en fait, on n'a pas cessé de découvrir des nouveaux mondes
étranges parfois, Mais justement, c'est bien de découvrir banalités. des nouveaux mondes sur 55 km. C'est quand Oui, même oui, ça, quoi. voilà, toutes sortes de choses comme ça. Des associations d'images et de mots, parce que quand on se parlait, on a fait beaucoup de jeux de mots. Jacques et moi, on aime beaucoup jouer avec les mots, avec la langue, et on s'en est pas privé. Il y a beaucoup de scories. Oui, oui. Donc, beaucoup d'associations d'images et de mots, des hors-champs. Alors, les hors-champs, là, j'ouvre une petite parenthèse. Denis Roche, qui a été, il est mort malheureusement, a été un poète et un photographe à la fois important et qui a beaucoup réfléchi sur l'acte photographique et aussi sur la poésie, qui a arrêté la poésie à un moment donné. Il a dit qu'elle était impossible. Qu'elle était impossible lorsqu'il a basculé davantage sur la photo. Mais enfin, bon, Denis Roche disait ce qu'il a écrit, ce qu'il y a de plus important dans la photo, c'est ce qu'il y a autour. Et il s'est toujours intéressé au fait de ce qui est hors champ, justement, et que la photographie découpe des choses. Mais par exemple, ces poèmes, dans cet ouvrage, la poésie est impossible, sont des blocs de texte qui sont cassés, qui sont extrêmement serrés comme ça, comme le cadre de l'appareil photographique. Des hors-champs, des indécisions, des dialogues, des silences, des dépôts de temps et d'espace, des ombres, des entre-deux. Vous voyez, on n'invente pas tellement les mots, mais ils sont tellement forts. De lentes traversées du regard, des jeux de géométrie, des plages de gris. Le monde est venu à nous, à la fois si ordinaire et si surprenant. Et il est réellement venu, et on est, alors sans tomber dans un romantisme, on est aussi venu l'un à l'autre. Je veux dire, on a appris à venir l'un à l'autre. Et ça, c'est ce qui fait la force, je crois, de l'expérience aussi. Alors je voulais justement, par rapport à ça, et par rapport à ton travail, tu fonctionnes souvent dans ton travail, et pour revenir à la notion de durée surtout, tu fonctionnes souvent dans ton travail, et on le voit ici, par séquence. Oui. Tu travailles souvent l'idée de la séquence. Alors, comment on le retrouve là dans le cheminement, et comment la séquence est-elle arrivée? Est-ce qu'elle est arrivée aussi en poésie? Et comment cette idée de séquence, de séquence qui dit affiner un propos, mais répéter un propos, quelque part, comment ça a pu aussi construire des choses, et ça a pu, est-ce que ça vous a, en tout cas chez le poète, ouvert aussi d'autres univers? Parce que chacun, justement, j'ai un peu de mal à l'imaginer en poésie, mais c'est intéressant de creuser peut-être cette idée-là. La séquence, c'est du, je sais pas comment dire, du petit lait, comme on dit, une expression comme ça, pour le poète, parce que c'est la répétition. Et la poésie, il y a quelque chose à voir avec la répétition, en tout cas la mienne. J'aime bien cette réitération pour que l'oreille s'imprègne, donc j'ai joué le jeu, c'était presque pour moi une contrainte, on en a parlé, une contrainte d'écriture. Et je me souviens, voilà le témoin, ça c'était mon petit carnet traversé du paysage qui a donné la ligne, le chemin, le livre. J'ai écrit en permanence sur ce petit carnet, bien sûr à la maison, mais à tes côtés et sur le terrain, et j'ai eu 1 ou 2, 3 temps de régal comme ça, de séquences, parce que on en parlait, on le vivait, et j'ai écrit sur place, quoi. Il y a eu beaucoup de ce que j'ai écrit a émergé. Séquence et fulgurance. Oui, séquence et fulgurance, voilà. Et vraiment, et j'aime beaucoup ça. On ne sait pas comment ça vient, sinon qu'on en connaît l'enclencheur. Et de même que, pour revenir au halage, tu parlais du hors-champ, Jean m'a offert un hors-champ. Je n'avais pas du tout l'idée du halage labeur même, du halage obstacle. Et vous voyez, et j'ai parlé des travaux comment on dit, des haleurs, ceux qui tiraient aidez-moi, les péniches, enfin les chalands, etc. Et
et ça a enclenché l'autre versant du halage que je prenais peut-être en touriste, petites fleurs et petites ondes d'eau. Et je garde la parole parce que j'ai un autre exemple, alors celui-ci, j'y tiens. On parle de l'attachement de gens au gris, à toutes les nuances de gris. Il se trouve que, ça on peut peut-être le dire, on ne le savait pas, mais on a des terreaux en commun qu'on a investis chacun dans ses spécialités. Moi j'aime le gris, mais bon, là c'est pas le gris du photographe. Après je l'apprécie comme ça. On a des terreaux communs. On aime tout ce qui est chemin de fer, rail, friche, butoir, petit bout de métal qui se trimballe dans un pré. Enfin bon, l'alignement pour de la fenaison, enfin, etc., etc. Et puis le gris, là pas tellement dans la fulgurance, puis je vais vous parler d'une pratique que j'ai, ça s'appelle le rondel. Je vais vous le lire d'abord. C'est un poème à forme fixe qui appartient au Moyen-Âge et c'est la seule fois que je versifie simplement en utilisant cette forme. Et je me suis dit qu'il fallait que je rende hommage à Jean sur ce gris, et voilà ce qui m'est venu. Il est là, celui-ci. De gris en gris, de ligne en ligne, de linge en ligne, tu vois la vie. Le rail s'inscrit comme un insigne, de gris en gris, de ligne en ligne. Et l'ombre écrit de curieux signes qu'elle souligne comme un souris, de gris en gris, de ligne en ligne. J'aime beaucoup cette forme avec la ritournelle. Tout le monde a dû peut-être apprendre à l'école primaire ce poème de Charles d'Orléans qui dit « L'hiver a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie ». Et ça constitue les deux premiers vers qui sont repris en clôture de la deuxième strophe, et seulement le premier vers est repris en clôture de la troisième strophe. Ça s'appelle un rondel, qui est une variante de ce que les gens connaissent, rondelle, un seul aile, et pas une rondelle de saucisson, un rondel de verre. J'aime bien déjà l'ambiguïté, on est dans le poème, parce que un rondel, non, tu te trompes. Oui, justement, le poète, c'est celui qui écrit mal pour bien dire le réel. Moi, je crois que c'est ça. Voilà. Je pense toujours à Desnos, l'enfant, l'éléphant, l'éléphant. Mais ça ne vient à l'idée de personne de dire que ça ne veut rien dire. Mais oui, ça dit déjà que l'oreille est là. Et la matière du mot. Oui, alors voilà. Mais je vais quand même en lire un deuxième, parce que je lui dédie aussi, je pense. Donc j'aime bien cette petite... pour moi, ça pourrait être une séquence. Parce que ça dure. Et puis au cas où on n'aurait pas compris que ça dure, il y a un refrain. Donc on est enfermé dans ça. Avant que tu enchaînes, vous voyez bien que là, il est question de rythme. Et je veux dire, dans cette exposition, enfin ce travail qu'on a eu, la musique a son importance aussi. Bien sûr. Parce que quand on a travaillé, parfois on était chez l'un ou chez l'autre, fantastique d'en avoir deux. Je jubile. C'est quand même le photographe. J'insiste sur cette histoire de rythme parce que c'est aussi, le rythme, on l'a eu à la fois dans nos parcours. Vous savez, le rythme, c'est aussi le bruit du train, toutes ces choses-là. Et tout est à l'oreille aussi. Et la photographie, c'est aussi un art de l'oreille, c'est un art de l'écoute du monde. Et beaucoup de choses passent par le rythme, la composition, les lignes, tout ça, évidemment, la géométrie. On parle aussi de rythme des lignes. Donc ça, c'est important. Pendant que j'ai la parole et avant de lui rendre, je voudrais aussi dire quand même qu'il y a un écart, là aussi un entre-deux qui, moi, m'a absolument fasciné et parfois rendu très jaloux. C'est que avec son petit carnet, il pouvait se poser sur une boîte aux lettres, par exemple, j'ai ce souvenir, son crayon, et il écrivait. Et il a tout de suite produit quelque chose. Quand on fait une image, on ne sait pas ce que l'on produit tout de suite. On le sait parce qu'on l'a pensé avant, on la voit et tout, mais on ne la voit pas tant qu'on ne l'a pas sortie. Il y a des surprises, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes.
Et il y a eu un écart de temporalité qui était, lui, sa journée était finie, enfin finie, entre guillemets. Mais, je veux dire, c'est pratique, hein, un petit carnet, le un poète crayon, travaille. un crayon, et ça y est, voilà, terminé. Et puis le pauvre photographe, lui, il va avoir son film ou sa carte mémoire à vider, faire quelque chose, le traiter, choisir, tirer, donner son interprétation et tout. Et cet entre-deux-là, on l'a vécu, alors on l'a partagé parce qu'on s'est souvent vu pour mettre ça en commun, mais quand même, je dois dire de temps en temps, j'étais très envieux de ta liberté, de ta légèreté, de tes rondelles, rondelles, etc. Quand toi, tu te tires ton machin en disant, bon, il va falloir que j'aille travailler sur mon écran, sur mon truc, c'est pas juste, c'est vraiment pas juste. Oui, vous avez compris qu'il y a le battleur qui bat la campagne, et puis après... Mais on a, nous, les poètes, les écrivains qui travaillons avec les artistes, on est saisi un peu de culpabilité, parce que c'est sûr qu'on est léger. Hein. Au mieux, on a une tablette pour être informatisé, mais bon, on rentre chez soi et on continue tranquillement. On n'a pas cet arsenal. Alors, tiens, c'est justement ça. Je vais parler de l'arsenal, là. Il me dit un jour, cet appareil, ça fait du très grand format, on appelle ça des panoramiques, et il est soviétique. Alors moi, ça m'a vraiment extrêmement intéressant. J'ai appelé ça l'appareil soviétique. J'ai fait une petite séquence, et là, on était ensemble, hein, parce que j'ai entendu ronronner le Sovkhoz, là, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'était vraiment incroyable, et ça donne des résultats, mais ça, il pourra vous en parler, pour prendre du panoramique dans le temps du travelling du train. Hein. Alors, j'ai écrit ça. Je dégaine, non, parce qu'on reste pudique, ça c'est de la narration, hein. On nomme pas son personnage. J dégaine son appareil photographique, celui de l'ère soviétique. Il a posé son trépied menu sur la tablette qui nous fait face. Place au défilé. Ça déclenche à grand bruit. Le panoramique se fait entendre. Étire l'étendue par le son. Notre ouïe face à l'espace bruité, l'oreille collée à la vitre pour soutenir le regard. On entendrait presque les lotissements se déchirer en mordant sur la voie. Le train gronde dans l'espace. Passent des bâtiments désaffectés avec leur géométrie de fenêtres brisées. Peut-être par les vibrations des sons à l'approche du convoi et la fatigue laborieuse des hommes. Quelques oiseaux menus défient les croisées effondrées, relancent la sauvagine, plus loin le talus et le bois, l'argile et la forêt, la lisière et la corniche, l'écran et l'écrin, qu'il soit de verdure ou de calcaire, d'eau ou de pré. Des peupliers tracent des lignes et le cirque des roches s'incline. Peut-être sous le poids des pylônes, faussement aériens et légers, qui déchirent la trame. Photos raturées par les dentelles métalliques. Puis un tunnel, on met la chambre au noir, séquence close. Voilà pour l'ère soviétique. Alors, quand j'entends la poésie, ou qu'elle soit en rime ou qu'elle soit en prose, je pense aussi au gris et aux valeurs de gris. Et je me dis que tout ça, ça répond vraiment bien. C'est que toute cette nuance dans le mot, dans le verbe, est-ce que toute cette nuance-là, c'est pas justement le dialogue avec toutes ces nuances de gris? Et là, je voulais en parler un petit peu par rapport aux photographies de gens qui souvent, qui pour moi m'apparaissent très intéressantes par leur subtilité et par leur gris, justement, par rapport à certains photographes qui, aujourd'hui, on a quand même pas mal de photographes qui tirent déjà
forcément grand, il faut que ça fasse 10 mètres carrés, et puis il faut que ça soit super contrasté, et puis il faut que ça soit... Voilà. Et là, on est quand même dans tout un travail de subtilité, de transparence, de gris qui sont autant de petits silences ajoutés l'un à l'autre, comme ça. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment beaucoup toutes ces nuances et tout ce travail, toute cette technique de tirage qui est vraiment très subtile. Et voilà, alors, ce que je veux dire, c'est que ça, je trouve que ça répond bien entre le mot. Voilà. Alors justement, parce que c'était aussi la question, s'il y a fulgurance en poésie, est-ce qu'il y a fulgurance en photographie? C'est pas le même type de fulgurance. Voilà, c'est pas. Ouais, voilà. Mais pourtant, on se rejoint. Voilà. Oui, je ne parlerai pas de fulgurance, enfin, dans le cas de mes photographies, pas de fulgurance, c'est tout le contraire de mon approche. Ceci étant, il y a des gens qui travaillent dans l'instantanéité et tout, qui font des très belles choses. Moi, c'est pas ma manière. Elle s'installe effectivement dans la durée, mais il y a quand même... ça ne veut pas dire pour autant... Je veux dire, l'absence de fulgurance, c'est pas la mort, je veux dire, c'est pas la platitude de la mort ou l'espèce de... les Russes, en russe, disent ravno douchnouye, c'est-à-dire l'âme plate, c'est pas la monotonie, parce que justement, on peut réveiller dans un tirage, par une toute petite chose, on peut réveiller une toute petite lumière dans un gris qui va faire que, effectivement, c'est pas spectaculaire, c'est pas contrasté ni rien, mais l'équilibre des valeurs. Et là aussi, on est dans la musique, je veux dire, c'est des tonalités, c'est des gammes de gris, on le dit comme ça, et tout est dans cette... on compose avec ça aussi, lorsque on arrive à l'image finale. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, je voudrais bien, pour que les gens se soient clairs, vous voyez, ce choix d'avoir eu une ligne que... moi, au départ, j'appelais ça une frise en dessous de photos, de parcours. Et Jacques a très tôt introduit le mot de prédelle, qui est le mot pour les œuvres artistiques, où effectivement, sous les rétables et tout, on a d'autres œuvres plus modestes, mais qui font vivre l'œuvre principale. Et le choix, ça a été très important, d'utiliser ces deux grands murs ici, c'est pas grave, j'avais les plans et tout, de dire, on a décidé d'en faire une rive gauche, une rive droite. Je parlerai après quand même du restant parce qu'il existe aussi, mais la rive gauche, la rive droite, et de dérouler ça, de le faire dérouler à la fois par cette matière un petit peu en vrac et modeste qui est en bas, qui suit la ligne bleue de la rivière, la ligne noire de la voie ferrée et entre les deux la route, et toutes ces petites images qui ne sont pas importantes en elles-mêmes, mais sans lesquelles, probablement, nous n'aurions pu dégager, et voilà, le geste de Jacques, c'est le mien aussi, faire monter comme ça ce qui était essentiel dans ce qu'on a fait. Ce qui est essentiel, c'est pas de savoir que ça a été pris à l'Île-sur-le-Doubs, à Clerval et tout. On s'en fout complètement. À quelle heure est aucune importance. C'est pour ça qu'il n'y a aucune légende, aucun titre. Ça n'est pas du reportage, c'est pas un carnet de voyage. Tel jour j'ai fait ça, tel jour on a. C'est pas un carnet de voyage, pas du tout. C'est qu'est-ce qui reste quand on est à deux comme ça, à croiser l'écriture des mots, parfois le silence, l'écriture des images. Comment tout cela, comment le monde vient se loger là-dedans, dans une espèce de synthèse, enfin synthèse c'est peut-être prétentieux, mais quelque chose l'essentiel qui est resté, qui s'est décanté et qui surtout est monté de tout le reste, c'est-à-dire est monté avec le temps quand même, parce que ça s'est élaboré doucement, il faut se donner le temps, et donc c'est pas forcément la fulgurance, mais en même temps, à certains moments, on a vécu des temps de fulgurance parce que on tombe sur un spectacle, sur quelque chose, sur un spectacle, j'aime pas le mot, mais sur une scène, disons, qui tout d'un coup déclenche. On ne peut pas ne pas l'avoir. Il se passe quelque chose tout d'un coup. Ça peut être une locomotive qui tout d'un coup passe, ça peut être, mais toujours dans le mouvement, quoi. Je veux dire, c'est ou peut-être quelque chose. J'appellerais pas. Bon, il a beaucoup employé le mot de paysage.
pour moi, j'ai pas le sentiment d'avoir. Alors, j'ai traversé des lieux, des espaces. Je suis pas sûr que le mot paysage soit. Enfin, pour moi, dans ma conception, alors le mot paysage, il est très ambigu aussi. Mais c'est des espaces et des temps. C'est l'espace et le temps. Et je crois, enfin, pour moi, c'était vraiment ça avec des rythmes très différents. Je voudrais rebondir sur deux choses. Fulgurance, j'ai effectivement employé ce mot, ce terme, mais à aucun moment je ne considère que le poème qu'on dit être clos, bon, c'est toujours difficile de dire ça y est, c'est fini, mais à un moment donné il faut trancher, soit de la fulgurance. La fulgurance, c'est effectivement dans un accord intense pour fabriquer de l'antre. Il y a une émergence, voilà. Ça rime en plus, ça sonne. La fulgurance, c'est l'émergence. Mais après, il faut poser le poème. La fulgurance n'est pas le poème. Peut l'être, mais n'est pas le poème. Et puis, bon, ça c'est peut-être un jeu un peu facile, mais pourtant je l'ai vécu comme ça. Sur Près d'elle, je voulais aussi dire que moi, près d'elle, ce qui a été dit, on sait ce que c'est, mais évidemment, la poésie entend, enfin moi, j'entends près d'elle aussi, et c'est ma nuance de gris. C'est-à-dire que près d'elle, ça veut dire aussi qu'on sera à chaque fois au plus près de nos trois lignes et de ce qu'on parcourt. Ça serait peut-être ça. J'ai beaucoup aimé, Emmanuel, ce qui a été dit concernant le passage possible du gris de la photo au gris des mots. Je crois qu'il y a quelque chose d'une passerelle comme ça, par des jeux d'escalier, possible. Alors, ça nous permet, on peut peut-être enchaîner, puisqu'on est sur les mots, sur la ligne, enchaîner sur quand même le reste de l'exposition, parce qu'on a un autre auteur qui est Michel Lèbre, et Jean va pouvoir en parler. Michel Lèbre, que moi j'ai découvert, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est chez Vespizer. Et c'est marrant parce que Michel Lèbre, c'est lié au format de chez Vespizer aussi. Oui, il y a tout chez Vespizer, et souvent ces petits livres, souvent ces petits formats, et l'écriture est complètement liée à cette maison d'édition. J'ai rencontré Sabine Vespizer lors d'un FIG aussi, et on a pas mal dialogué justement sur le format du livre, et souvent chez les auteurs qui sont chez Vespizer, il y a quand même une intériorité incroyable, il y a quand même quelque chose, une intimité incroyable dans ces livres, et une délicatesse qui est pas possible. Voilà. Et c'est vrai que c'était un grand pari de faire cette maison d'édition pour Sabine Vespizer quand elle l'a fait, et elle s'est super bien implantée, et c'est vraiment une belle réussite de maison d'édition. Et en tout cas, Michel Lèbre, là, ce petit texte écrit de sa main, là, qui est juste au milieu, disons que... De sa main, oui, de sa main, moi, je veux dire, directement, où elle dit que les mots... Dans sa maison, les mots sont partout, les mots on habite dans les mots, on ne peut pas faire autrement que d'habiter dans nos mots, voilà, et les mots sont partout, et effectivement, le travail de Jean aussi, qui est fait comme ça, et qui reprend les écrits, qui fait des portraits, et qui prend aussi une ligne de livres là. Et c'était assez intéressant parce que je discutais avec Jean souvent de messagiers, et on retrouve dans la ligne où c'est noté Mathieu Messagier, que j'ai rencontré aussi, qui était poète aussi, et on le retrouve là comme ça. C'est assez intéressant comment les choses rebondissent, et comment on peut avoir aussi un regard là sur l'autre mur, à chaque fois renouvelé sur le livre et sur les tranches de livre, et comment à chaque fois on peut avoir, et c'est ça qui est, comme je trouve, assez magnifique, comment on peut avoir un regard renouvelé, et à chaque fois tout ça c'est aussi une musique avec la couleur, avec les formes, qui à chaque fois une musique différente, et pourtant ce ne sont que des photographies, que de livres empilés.
Voilà. Ouais. Bah, bravo. Juste dire un mot, parce que le titre de l'exposition, en fait, il y a un historique quand même. Cette exposition, elle a été décidée il y a, je sais pas, presque 2 ans Presque maintenant. 2 ans. Ouais. Et Oui. Manu m'avait juste demandé un petit peu si je savais de quoi il s'agirait, et je disais, ça sera la question du rapport texte-image. J'en disais pas plus parce que je ne savais pas trop, sauf que je savais que depuis longtemps, déjà, et depuis même très longtemps, je travaille sur les livres. Alors, je vais prendre le premier mot du titre, le livre, la ligne et le chemin. Ça, c'est un titre qu'on a élaboré ensemble, et puis qui avait ce côté un peu fable de La Fontaine, comme ça. Et alors, on va le prendre par le bout, par la fin. Le chemin, vous avez compris, c'est le chemin que nous, on a parcouru, Jacques et moi, avec ces 2 rives, en passant. Le livre, c'était un travail personnel que j'avais commencé, et sur le livre, non pas, ce qui m'intéresse, c'est pas le livre en tant que ce qu'il contient, quel auteur ou des choses comme ça, c'est l'objet livre, comment il s'installe chez les gens dans leur bibliothèque ou dans une caisse sur un marché, sur une brocante, peu importe, là non plus, ça n'a pas d'importance, mais comment un livre peut prendre sa vie à lui tout seul. Et un groupe de livres, les livres sont souvent ensemble, sur des rayonnages, dans des caisses, dans des cartons, des choses comme ça, et comment il va se mettre à vivre. Donc, en allant voir quelques bibliothèques, parfois un peu insolites, etc., on trouve ça. Et donc, peu importe qu'il y ait que du Debord ou que des livres sur Charles Fourier et tout, c'est pas ça qui compte, c'est la forme même du livre, son usure, sa texture. Enfin, bon, vous voyez, il y a des exemples très différents. On va jusqu'à un livre qui est passé à la machine à laver. Ça, pour le coup, c'est chez Les Moulins que ça s'est passé, qu'il a été mouliné. Donc, c'est le livre et... C'est pas une tentative pour être exposé au FRAC. Hein. Et alors, le livre est très sculptural, vous l'avez vu, dans plusieurs des images, je veux dire, ce qui compte, enfin, ce qui reste pour moi, c'est la vision presque architecturale, même dans certains cas, c'est une architecture. En tout cas, ça peut être assez sculptural. Et comme il y a 2 ans, je suis allé chez Michel Leb, donc cette autrice, j'ai eu la chance de pouvoir aller chez elle pendant 3 jours, faire des images d'elle dans son petit appartement à Paris, avec ses bibliothèques. Mais elle m'a montré, on a beaucoup parlé, elle m'a montré ses journaux tardifs. Ces journaux tardifs, ce sont en fait les manuscrits de ces livres. C'est pour le coup des journaux, souvent très, très personnels et tout. Et cet ensemble-là, de ce travail-là, il me semble, je ne le voyais pas encadré, mis dans des cadres et tout. Pour moi, c'est le domaine de l'intime, puisqu'elle a accepté de me montrer. Puis bon, c'était dans son petit appartement avec peu de lumière, c'était au mois de novembre, donc je veux dire quelque chose d'assez sombre. Et puis son attachement, c'est une dame déjà d'un certain âge, elle est née en 39, et son attachement à beaucoup de choses du passé, c'est quelqu'un qui a été très engagé politiquement, dans beaucoup de luttes, qui maintenant, évidemment, voit le monde se déliter un petit peu devant elle et le vit différemment. Et donc, la ligne, puisque c'est le mot intermédiaire entre le livre, les chemins parcourus avec Jacques, la ligne, c'était aussi dans le travail de Michel que j'ai trouvé, parce que j'avais photographié justement ces cahiers qui sont avec ces lignes d'écriture, ces choses comme ça, et c'est ça qui peut un petit peu faire la jonction et de le présenter sous forme de folio très simplement comme ça, pas d'artifice. On est dans l'intime de cette personne-là. Et elle a publié récemment un ouvrage, probablement le dernier parce qu'elle ne voulait plus le publier, sur l'île de Sein, qui est là. Donc tout à l'heure, si on a le temps, je dirais un tout petit passage, parce que... alors je remercie d'ailleurs Jacques d'avoir très facilement accepté l'idée que l'exposition de nos travaux soit mêlée à quelque chose qui était plus personnel. Non, mais ce n'est pas forcément évident. Et aussi à un travail fait avec quelqu'un d'autre. Et le travail, enfin vous verrez, le style de Michel est effectivement un style de l'intime. Et il y est question aussi de chemin et tout. Et en allant à l'île de Sein, elle a été très marquée, c'est ça qui m'a intéressé aussi, par le travail d'une photographe dont vous avez peut-être entendu, enfin sûrement entendu parler peut-être, qui a beaucoup photographié le monde des pêcheurs, Anita Conti, qui était une photographe très engagée aussi, une femme qui a osé aller sur les bateaux de pêche, sur les terres noires, etc., qui a fait de magnifiques images, ce qui n'était pas facile pour une femme dans un milieu de
la pêche qui est un milieu de dur, très dur et tout. Et elle se réfère assez souvent à ça. Donc voilà l'explication, le livre, la ligne, et la ligne c'est le lien, je veux dire la ligne c'est la ligne qui est dans les livres, qui est présente dans les livres, mais c'est aussi la ligne qu'on a suivie nous, de chemin de fer, du Doubs et tout, et ligne et lien ça va ensemble, quoi, je dirais. Tout ce qui est ici a été pensé, enfin implanté, je dirais, et avec l'aide aussi de Stéphane qui m'a beaucoup aidé à l'accrochage, pour donner cette cohérence, alors que c'était pas évident de mettre des images de livres avec des images d'un parcours le long du ligne, le chemin de fer et tout. C'est pas forcément. Moi, je sais que c'est le même photographe qui est derrière. Je sais que c'est la même. Que je vois les mêmes choses, que la manière d'extraire certains détails, des choses comme ça, c'est évidemment la même personne. Mais pour les gens, c'est pas forcément évident. Et pourtant, ça semble fonctionner. On peut peut-être passer. Peut-être tu veux lire quelque chose, et puis après je voudrais passer rendre hommage, sur tes... Lire, c'est ce que j'avais prévu de lire en 1, parce que ça va peut-être rejoindre le livre et la ligne de chemin de fer. C'est faire rentrer, quand on chemine comme ça à petits pas près des friches ferroviaires, on est subjugué par, le mot est un peu fort, par la végétation qui s'empare des voies. Mais même en pleine gare, même la gare TGV de Besançon, qu'on connaît, il y a toujours un brin végétal qui résiste. Et puis on s'est dit très vite dans nos dialogues que ça serait bien de dresser un herbier des voies. Ah oui. Peut-être qu'on va faire quelque chose là-dessus. Alors, je me suis un peu renseigné. Je ne connais pas forcément les plantes que je nomme. Je les ai nommées pour l'oreille. Mais je dédie un peu ce texte à Jean, bien sûr, qu'il connaît. Des rails au pied desquels on bute. Passage interdit au public, voie libre à la botanique. Qu'attend-on du ballast ? Souvent l'ortie nous accompagne et beaucoup d'herbes bordent nos pas. Il faudrait dresser un herbier de la voie. L'herbe n'est pas folle, mais migrante et diverse. Plante spontanée des traverses transitant sans titre de transport par le chemin de fer, le bagage qu'on traîne, le talon qui hésite ou l'oiseau qui fiente. Emprise ferroviaire et errance potagère, colza, fenouil ou chou-fleur. Jardin botanique sur rail, comme un long trait élastique, petite prêle, pissenlit, potentille, chandrille à feuilles de jonc, géranium pourpre, galéopsis à feuilles étroites, graminées diverses. Un crépitement de rail, et la crépide, fétide, se met en course comme dans la steppe d'avant les fers. Prochaine étape, le Senson du Cap, via l'euphorbe des rails, l'euphorie du trait de rail et l'élan de l'inventaire. Bon, c'était pour... Voilà. Alors peut-être on va retourner du Doubs, on va retourner en Normandie, justement pour découvrir, et là tu vas peut-être nous en parler un petit peu, des cahiers d'Yport. Alors je ne connaissais pas Jacques Moulin. Carnet d'Yport, ouais. Et je ne connaissais pas Jacques Moulin, et donc à travers Jean, je connais un peu mieux Jacques Moulin, et l'éditeur m'a envoyé le dernier livre de Jacques Moulin qui s'appelle Carnet d'Yport. Et comme les hasards sont bien, j'étais dans cette région-là en vacances l'année dernière. Et donc tout de suite, je me suis retrouvé avec... c'était assez étonnant de me retrouver dans les Valleuses et dans les galets et dans ce pays de Caux. Et c'est vraiment je le lis en ce moment, je ne l'ai pas terminé, mais c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois d'ouvrir sur 2-3 pages et de repartir dans ce pays, dans cette région, dans ce pays. Et
En tout cas, il y a des moments qui moi, m'ouvrent tout un tas de perspectives, et c'est bien là aussi toute la qualité de la littérature et de la poésie. Ça me permet de reconsidérer la falaise, de reconsidérer les valeuses, de reconsidérer ce rapport de la mer à la terre, de reconsidérer un peu tout ça. Et je suis sûr que la prochaine fois, parce que j'y retournerai, et que c'est une région que j'aime bien, je suis sûr que la prochaine fois que je retournerai en Pays de Caux ou en Normandie, j'aurai des mots qui m'accompagneront, en tout cas, au moins une résonance. Merci, mais ce qui confirme ce qu'on a dit, c'est-à-dire le regard du photographe et celui du poète mène au réel. Je crois qu'il faut arrêter de dire que les grilles de gens ça nous amène dans des sphères hautes et hautes. Non, je crois que c'est Cocteau qui disait quelque chose du genre « il faut nettoyer le lieu commun ou décrasser ». Enfin voilà, en fait c'est un cliché, mais un cliché très positif. On nous décrasse l'œil, quoi, hein, pour nous pointer autre chose. Il faut que je fasse quoi oui. Voilà, alors simplement dire que le vrai déclencheur de mon écriture sur ce paysage très prégnant des falaises normandes entre Le Havre et Dieppe, on va dire, le Pays de Caux, c'est ma rencontre avec le calcaire franc-comtois, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je me suis mis sérieusement au travail d'écriture en Franche-Comté. J'ai écrit beaucoup de livres, mais notamment deux. Le premier, c'est Valeuse. Le deuxième, c'est Escorter la mer, où je parle de cette appartenance très forte, et j'en parle, pour aller vite, depuis Besançon, sans bien sûr m'être détaché de la Normandie, j'y retournais, etc. Puis là, s'amorce un tournant. Nous vivons quelques mois dans l'année en Normandie, donc retour, c'est un retour en Normandie, et c'est très chargé. Ça veut dire, finalement, j'écris plutôt sur le terrain normand, in situ, et j'essaye de voir si ça continue, quoi, qu'est-ce que je peux dire. Donc, Carnet Deeper, c'est ce retour en Normandie, c'est ce constat que j'espère boucler, enfin, dans l'insistance de mon propos. Je ne dis pas que je tourne une page, mais j'aimerais bien tourner la page de l'insistance. Voilà. Je vais lire quand même l'appel du Caux, parce que c'est l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe quand on prend le train au Gare Saint-Lazare et qu'on va au Havre, pour moi. Alors il faut passer beaucoup de passages et on arrive aux abords de Rouen. Ouassel, bien sûr, pour le faisceau des voix, pour le profil d'oiseau qui s'envole dans le nom. Ouassel. Les Quatre Mares, pour ce mot de mare dans sa rétention de mer. Sotteville, pour l'amas des portiques, la proximité de Seine, pour jouer aux méandres. L'appel du Caux, c'est après Rouen. C'est là que tout commence vraiment, quand on file par le chemin de fer jusqu'à la mer. Barentin, naturellement, pour son viaduc qui bavarde sans fin d'une arche l'autre. Motteville, qui davantage encore fait signe de pays parce que Yvetot, roi du Caux. Bientôt Bréauté, parce que la gare d'embranchement, parce que Beuzeville, parce que ça sent la besogne agricole, la grange à foin, le clos Mazur, le marché de Goderville, la mouette au champ, parce que ça sent la marée. Fécamp et Maupassant. Le chalut, la filature, ça sent le lin, ça sent aussi Flaubert, sa Bovary, s'ennuie dans tous les toponymes.
Ça sent la mer surtout, parce que l'horizon s'ouvre, le paysage fait des vagues, parce que la cour masure flotte en labour, parce que les vergers à pommiers s'annoncent, parce que les châteaux d'eau sont déjà des amers. C'est là que l'on se relie à la mer, que l'on met le Caux en littoral, la Valeuse en bout de plateau, le Havre en Caux, le débarcadère, le chemin de fer à l'eau, le Ferries, la Porte Océane, le Channel, les Amériques. Je lis encore un. Je vais vous lire peut-être Valeuse. Alors les Valeuses, c'est ces échancrures plus ou moins accentuées. Quand elle est très accentuée, ça conduit à un port, et quand elle est peu accentuée, ça conduit à une brèche dans la falaise. Mais l'idée des Valeuses, c'est que la falaise s'éventre un peu, fait faille et donne accès à la mer. C'était très important aussi pour le paysan du littoral qui, je suis comme lui, je ne suis pas du tout marin. Je suis habitant du littoral et arpenteur de grève. Et le paysan du Caux, lisez Maupassant, se rend par la Valeuse, qui est parfois un petit bout de chemin extrêmement rude, qui peut se terminer par une corde pour atterrir sur le Platier et la Grève. Il complète son apport en nourriture en allant pratiquer la pêche à pied. Alors, je vais vous lire, puis après, Valeuse. J'ai constitué aussi dans cet ouvrage un glossaire, un petit dictionnaire de mes mots-clés, qui sont les mots-clés aussi du Pays de Caux. Donc, le Valeuse, j'en donne quelques petites définitions. Je vais faire une légère pause d'une définition à l'autre. Valeuse, faille fragile des falaises, toujours en équilibre, val perdu devant la mer, incompressible. Valeuse, accès intimiste au galet. Valeuse, vallon d'herbe maternelle. Valeuse, coulée verte, côté mer, va au ventre. Valeuse, déchirure écartelant le temps des origines. Valeuse, outre déchirée, poche d'expulsion. C'est un peu rude pour boucler sur le soir. Est-ce que Jean, tu voulais aussi... Juste, il y a un petit passage. Tout petit passage de Michel Lèbre. Un petit passage, voilà, puisqu'elle est quand même présente parmi nous. Qu'elle soit présente parmi nous, voilà. Au sujet justement d'Anita Conti, la photographe, voilà. Il n'est sage que d'aventure, écrit Anita dans ses carnets. Et je l'imagine dans les embruns féroces qui menacent son corps fragile, tandis qu'elle est à l'affût d'une image à retenir, sa pêche à elle, sa façon d'habiter la mer, dont il est si difficile d'apaiser l'humeur, et à laquelle il est quasi impossible de résister. C'est cette force qui me fascine, que je lui envie, qui me la rend si belle, d'une beauté dont la grâce devait bouleverser les hommes à bord. On devine leur émotion à travers quelques anecdotes de son journal. Je revois cette photographie superbe où elle surplombe l'équipage au travail avec son appareil en main, son visage lumineux dans le brouillard marin et les corps affairés des hommes plongés dans les entrailles des morues avec lesquels ils se battent, guerre titubante et glacée à toute heure du jour et de la nuit. Je pourrais relire sans cesse ces pages turbulentes qui avancent dans la brume. Elles m'endorment parfois si je décide d'en lire lors des soirs inquiets. Alors, les nuits sont folles et sauvages, et les matins brumeux. Mais, dans les chaos se dévoilent d'intimes émotions. Et je lis dans mon regard, ces matins-là, tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire, mais qui ne me lâche pas. Je suis entré dans une zone de tempête. Voilà. C'est
très typique du style de Michel Lèbre. C'est un livre où elle pleure souvent, c'est un livre de retour sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle ne fera plus, etc. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'on peut terminer cet entretien, à moins qu'il y ait des questions spécifiques au niveau du public. Non. Sinon, en tout cas, je voudrais particulièrement remercier Jacques et Jean pour cette... très apôtre, Jacques et Jean, pour cet entretien. Quelqu'un a dit que cette image était christique. C'est moi qui ai dit que c'était christique. Voilà, cette image était christique. Donc merci Jacques et Jean. En tout cas, bravo pour ce travail, pour ce beau moment, pour ce partage de mots et d'images. Merci tout plein. Alors, et quelle belle écoute. Il y a des cartes postales avec chaque fois une photo de Jean et un petit texte une phrase, un petit texte de Jacques. Jacques, il y a des livres les carnets d'Ipor que vous pouvez acquérir ici et Jacques pourra vous les dédicacer. Et il y a 2 livres de Michel Lèbre, puisqu'on a pu avoir 2 livres de Michel Lèbre, mais que vous pourrez... il n'y en a plus qu'un, donc il faut se dépêcher. Donc voilà, plus qu'un livre de Michel Lèbre, mais que vous pourrez naturellement retrouver dans la librairie indépendante la plus proche. Voilà. C'est rodé, hein. Bonne soirée. Merci.